Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et ce matin, notre invité est l'eurodéputé Pierre Karleskind, eurodéputé Renew Europe, président de la commission pêche au Parlement européen. Il est avec nous en direct ce matin. Je l'en remercie. Bonjour. Bonjour. Alors c'est toujours dur d'avoir un eurodéputé à l'antenne parce que vous êtes très occupé et il y a de grands sujets. On va parler de ces grands sujets dans un instant, Pierre Karleskind, en commençant d'ailleurs par la pêche, sujet de préoccupation s'il en est ici en Bretagne. On a l'impression, en tout cas les pêcheurs le disent, qu'ils sont un peu abandonnés par l'Europe. Bon, on sort effectivement d'une période assez longue, ça a été 1 mois de fermeture du golfe de Gascogne. Pour un certain nombre de bateaux de pêche, c'est 450 bateaux de pêche, ça a eu des impacts très importants, notamment je pense au port de Lorient, au port du sud de la Bretagne et puis surtout le littoral atlantique. Fermeture qui a été décidée par le Conseil d'État. C'est pas une décision européenne qui a été mise en œuvre, c'est une fermeture décidée, en tout cas ordonnée par le Conseil d'État pour la préservation des dauphins, des cétacés qui se retrouvent parfois dans les filets des pêcheurs, en tout cas qu'on retrouve échoués. Il va falloir faire le bilan de ce qui s'est passé. Parce que quand j'entends qu'il faudrait étendre éventuellement cette durée de fermeture, alors qu'elle a déjà lourdement impacté la pêche, mais aussi tout le secteur aval. Moi, je pense à tous ces gens qui travaillent dans les ports de pêche, qui font de la transformation, les employés du mareyage. Tous ces gens ont vu leur activité diminuer. Donc, c'est à terme aussi la capacité à faire vivre notre tissu sur toute la Bretagne, notre tissu d'entreprise, de transformation, et puis celles et ceux qui les vendent aussi, ces poissons. C'est tout ça qu'on pourrait mettre à mal. Alors, qu'est-ce que doit faire l'Europe ? Je crois que l'Europe devrait faire un petit peu plus confiance en les pêcheurs. Et moi, c'est vraiment ce que j'essaye de porter et ce que je porte. Nous avons voté, c'était au mois de janvier, 2 textes importants au Parlement européen. Ce sont des avis donc, qui ont vocation à venir alimenter la réflexion parce que je souhaite que nous modifions en profondeur la politique européenne de la pêche dans un prochain mandat. Si il m'est donné d'être à nouveau député européen, en tout cas je m'y attache. Et notamment, moi je me bats pour que nous augmentions la collaboration avec les pêcheurs. J'ai vu ce matin d'ailleurs un article dans Le Marin, ou c'était hier, je ne sais plus, sur la collaboration avec les pêcheurs permettrait d'augmenter la sélectivité de la pêche. C'est-à-dire faire en sorte qu'on pêche moins de choses qu'on ne veut pas et plus de ce que l'on veut. La collaboration avec les pêcheurs, c'est central. Et vraiment, il faut que l'Europe reprenne la voie, tout simplement de s'occuper autant des pêcheurs que des poissons. Alors, on a aussi cette inquiétude des pêcheurs quand ils voient arriver, débarquer, si j'ose dire, dans les ports de gros bateaux de pêche de pays européens, finalement, qui vont drainer le fond des océans. Et eux, ils le vivent mal, les pêcheurs. Forcément, ils ont l'impression qu'il y a une grosse pêche industrielle qui vient tout ratisser et il ne reste plus rien pour eux. Alors, il faut faire la part des choses. Au fond, c'est vrai qu'il va falloir que l'on avance sur un meilleur partage de l'espace. Au fond, le gros bateau de pêche industriel qui va pêcher loin des côtes, écoutez, il fait son boulot. S'il s'agit de pêcher un certain nombre de poissons qui sont vendus pas très cher, parce que la question c'est aussi comment moi je fais la restauration collective où on cherche à avoir les prix les plus bas si j'ai pas du poisson à des tarifs abordables. C'est la pêche industrielle qui les produit. Mais il ne faut pas qu'elle vienne en concurrence avec notre pêche côtière. Et ça, c'est extrêmement important. C'est un vrai travail à faire. On prend un exemple récent d'un gros bateau de pêche qui a été annoncé sur les côtes bretonnes. Moi, je vais envoyer une lettre au patron de la compagnie des pêches de Saint-Malo en lui demandant des engagements. Des engagements à ce que ce navire de pêche ne s'approche pas des côtes. Tout simplement. Voilà, qu'il n'aille pas pêcher dans la Manche. Parce que la Manche, c'est un endroit qui est serré. Et s'il vient pêcher dans la Manche, il sera de fait trop près des côtes et il viendra en impact de ces petits pêcheurs. Et donc, effectivement, il faut faire la part des choses parce qu'il y a une partie quand même du poisson qui est pêché par ces navires. Alors, après, qu'est-ce qui est industriel, qu'est-ce qui n'y est pas ? Moi, je voudrais quand même faire la remarque que pour un certain nombre d'ONG, vous êtes un navire, vous êtes un chalutier de 15 mètres, vous êtes déjà un navire industriel. C'est-à-dire aller dans un port, vous voyez ce que c'est qu'un bateau de 15 mètres. Pour moi, c'est pas de la pêche industrielle. C'est la pêche qui fait vivre le territoire. Et je parlais tout à l'heure de cette filière aval, des transformateurs, et puis de tous ces employés qui, d'ailleurs, souvent dans les ateliers de marée, sont des femmes peu qualifiées et qui trouvent là un moyen de travailler et qui travaillent dur. Donc moi, j'aimerais qu'on ait un petit peu de respect aussi pour ces personnes. Parce qu'il faut aussi penser à celles-là. Et donc, il y a un moment, pour mettre sur la table un certain nombre de questions de partage des eaux, les petits sur la côte, les gros plus loin, et ils ne vont pas embêter les petits, mais il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, si je puis dire. On a une filière pêche qui alimente, par ailleurs,
des Françaises et des Français, des Européennes et des Européens, qui ont besoin de manger ce poisson. Parce que on peut laver plus blanc que blanc sur nos côtes, mais l'autre jour, je suis allé acheter plusieurs boîtes de surimi dans un supermarché. Eh bien, j'ai retourné, j'ai regardé d'où venait le poisson. Je ne vais pas citer de marque, mais toutes les autres marques que celles que j'ai citées à l'instant, c'était du colin d'Alaska, du merlu du Pacifique, du hoki de Nouvelle-Zélande ou d'Argentine. Alors, c'est quoi la bonne solution? On lave plus blanc que blanc chez nous et on va importer du poisson du reste du monde. Poisson qui a fait 3 fois le tour du monde, quoi, en gros. Le bilan carbone n'est pas top. Le bilan carbone n'est pas top. Et puis localement, qu'est-ce qui me dit que ce bateau va pas ravager les fonds un peu plus loin? Donc attention parfois aux messages simplistes, soyons un petit peu dans la nuance, et en tout cas, ayons conscience qu'il faut mener les bons combats. Justement, les ONG, vous en parliez à l'instant, Pierre Karleskind, les ONG veulent préserver la biodiversité. Comment arriver à faire cohabiter ces deux mondes, le monde de la pêche et les ONG, et puis avoir, j'allais presque dire un petit peu, jouer les arbitres, en tout cas en ce qui concerne la Commission européenne? Mais écoutez, elles ont bien raison, les ONG, de vouloir préserver la biodiversité, parce que la biodiversité, c'est le fondement, en fait, de la pêche. C'est l'assurance vie de la pêche. Une nature en bon état, c'est le meilleur moyen, en tout cas une mer en bon état, c'est le meilleur moyen d'avoir des poissons. Moi, je voudrais prendre un exemple tout bête. Je suis allé hier voir le comité départemental des pêches des Côtes-d'Armor. Et on a parlé des travaux qui sont en cours dans la baie de Saint-Brieuc, dans les fameuses zones Natura 2000. Parce que vous avez 2 zones Natura 2000 à l'ouest et une à l'est dans la baie de Saint-Brieuc, où les pêcheurs travaille avec les scientifiques et avec l'Office français de la biodiversité pour croiser la sensibilité des habitats, donc savoir où est-ce qu'il y a des herbiers, où est-ce qu'il y a des bancs de merle, et puis les activités de pêche. Et voir ensemble comment est-ce qu'on met en place des restrictions, des limites, potentiellement des interdictions aux endroits qui sont sensibles, aux endroits qui sont particulièrement vulnérables et particulièrement importants pour l'écosystème. Je crois que c'est la méthodologie qu'il faut utiliser. Alors, tout le monde n'est pas d'accord, il y a du travail qui est fait, ça prend un petit peu de temps, mais en tout cas, surtout, moi, ce que je veux et ce que je porte, et pour revenir à ce que je disais sur la collaboration avec les pêcheurs, je ne veux pas de mesures uniformes qui viennent parachuter depuis Bruxelles et qui s'appliqueraient partout de la même façon. Ça, c'est la certitude que ça ne marchera pas, que ce n'est pas adapté, et donc, moi, je veux que nous puissions répandre dans toute l'Union européenne, et en particulier en France évidemment, cette méthodologie de travail où on met autour de la table les gens qui veulent protéger la biodiversité, les gens qui vivent de la mer, parce qu'en plus ils connaissent bien la mer. De temps en temps on peut faire confiance aussi aux gens qui sont toute la journée sur la mer et pas simplement dans les salons parisiens ou bruxellois. Donc voilà, il faut que ça se passe sur le terrain, pas dans les salons parisiens ou bruxellois. Alors on va parler d'un autre sujet crucial pour l'Europe, crucial pour la France, et j'allais aussi dire crucial pour la Bretagne, on n'est pas un chauvinisme près, il s'agit de l'agriculture. On voit les agriculteurs qui redescendent dans la rue, qui bloquent depuis quelques jours quelques points stratégiques. Ils ont l'impression de ne pas avoir été entendus, de ne pas avoir été compris. Ils veulent des résultats très rapides. Ils en font grief évidemment au gouvernement. Là aussi, le sujet est européen. Comment essayer de protéger l'agriculture et peut-être, j'allais presque dire la petite agriculture sans mauvais message en tout cas. En plus, ici en Bretagne, on a quand même une agriculture d'élevage, on n'est pas dans ces grandes exploitations de la Beauce et de la Brie, où, même si je ne veux pas non plus jeter l'opprobre sur ces agriculteurs-là, certainement pas, mais évidemment, on a un modèle d'agriculture qui est plutôt familial, qui est à protéger dans notre région. Moi, je comprends les inquiétudes qui sont exprimées par les agriculteurs. Je les comprends parce que c'est vrai que quand je vois le programme sur lequel on a été élu en 2019 et que nous avons mis en œuvre, il correspond, j'ai l'impression que c'est un siècle qui s'est écoulé. Je ne sais pas vous, mais entre le Brexit, la Covid, la guerre en Ukraine, mais le monde n'est plus le même. Et d'ailleurs, nous avons été confrontés à la réalité des tensions internationales qui ont fait monter le prix des denrées alimentaires, qui ont remis en cause les moyens d'approvisionnement et qui ont montré notre dépendance au reste du monde. Donc on demande aux agriculteurs de répondre à 2 questions contradictoires, en tout cas qui pourraient être contradictoires si on ne fait pas attention à la façon dont on le fait. C'est nourrissez-nous et en même temps produisez moins pour respecter l'environnement. Et là, les agriculteurs, ils disent, mais moi, je fais comment ? S'il faut bien comprendre une chose, c'est que le fameux pacte vert de l'Union européenne, qui est si souvent décrié, il n'y a pas une seule mesure du pacte vert qui est aujourd'hui en vigueur. Pas une seule. Donc le malaise agricole ne peut pas
en l'état, être le résultat de la mise en œuvre de ce pacte vert. Il est Par plus contre, profond, finalement, ce malaise agricole. mais moi, je crois surtout qu'il y a une inquiétude. Il y a une inquiétude. Au fond, quand on dit qu'il va falloir mettre des jachères, encore que moi, je comprends que l'agriculture en Bretagne, globalement, a déjà atteint les 4% de jachères obligatoires. Donc, c'est pas un sujet pour la Bretagne. Par contre, le sujet, c'est comment est-ce que je gagne ma vie en vendant ma production. Il ne faut pas oublier d'abord que la politique agricole commune, la France, est la première bénéficiaire. Donc, pas non plus oublier l'intérêt de l'Union européenne. Mais probablement, ce qu'il va falloir que l'on fasse dans les années qui viennent, et ça va être une feuille de route absolument essentielle, en tout cas la France le portera, et moi je le porterai avec mon groupe Renew dans une prochaine mandature, c'est dans la prochaine mandature européenne, c'est simplement le fait que nous avons fixé des objectifs qui sont ambitieux. On en a suspendu quelques-uns parce qu'on comprend qu'aujourd'hui, ils ne sont pas atteignables à court terme. Mais surtout, il va falloir accompagner financièrement, concrètement, les agriculteurs quand ils mettent en place ce genre de choses. Je vais prendre un exemple tout bête. Cette semaine, au Parlement européen, eh bien, nous avons voté et atteint un accord passé un accord avec les États membres pour la rémunération du stockage de carbone par les agriculteurs. Alors, de quoi je parle ? Je parle par exemple des prairies. Quand vous avez une prairie avec vos vaches qui pèsent dessus, eh bien votre prairie, on le sait, c'est une zone de captation de carbone. Ça rend service à l'ensemble de l'humanité, puisque vous captez le carbone de l'atmosphère. Eh bien, jusqu'à présent, on disait merci les agriculteurs, et puis c'est tout. Eh bien, dorénavant, et en tout cas dans les années qui viennent, on va mettre en place un système qui paiera concrètement l'agriculteur quand il capte du carbone dans sa prairie ou qu'il plante des haies, parce que la haie, ça capte du carbone, c'est du bois. Et ça s'appelle le carbon farming, en bon bruxellois, parce qu'on parle un peu bruxellois de temps en temps. Et bien ça, on va rémunérer les agriculteurs pour le faire. Donc, il va falloir que nous mettions clairement les moyens et que nous disions comment on fait. On ne peut pas juste donner des objectifs qui angoissent, parce que les gens se disent « mais si j'y arrive pas, qu'est-ce qui va m'arriver ?» Non, on doit mettre en place les incitations et les moyens d'y arriver. Alors, on parle de cette Europe agricole qui est inquiète aussi de ce qui se passe juste à notre porte en Ukraine. Cette guerre qui dure depuis 2 ans déjà et dont on ne voit pas l'issue pour plein de raisons géostratégiques, également les livraisons d'armes promises par les États à l'Ukraine qui tardent un peu. Il y a aussi cette angoisse. Si demain l'Ukraine rejoint l'Europe, elle va toucher une grande part de la PAC. Les agriculteurs français, européens plus largement, s'inquiètent de cela. Comment aider l'Ukraine ? Comment peut-être la faire entrer dans l'Europe, dans un processus qui est toujours assez long, il faut bien le dire, et à la fois préserver ceux qui sont déjà là en Europe ? Absolument, c'est une très bonne question. Alors, à noter qu'il y a 2 semaines, la Commission européenne est revenue sur les exonérations d'un certain nombre de droits de douane qui étaient donnés à certaines denrées agroalimentaires qui arrivent sur le marché européen. C'est vrai que nous avons répondu de façon très rapide pour aider l'Ukraine. Maintenant, nous sommes dans une solution à long terme qu'il faut trouver. Donc, effectivement, on va revenir à des choses, des choses plus réalistes et surtout qui ne viennent pas impacter, en fait, nos agriculteurs. Le budget européen vient d'être révisé, budget pluriannuel sur 7 ans, on a des budgets de 7 ans, pour apporter 50 milliards d'euros d'aide à l'Ukraine, que ce soit en munitions et puis en aides diverses et variées, parce qu'il faut quand même soutenir un peu l'économie ukrainienne. On a quand même un enjeu de civilisation en Ukraine. On n'est pas en train d'aider l'Ukraine parce que ça nous fait plaisir. On est en train d'aider l'Ukraine tout simplement parce que la Russie l'a attaqué en violation du droit international et en violation de ce qui fait fondamentalement l'ADN de l'Europe et de la France. C'est la liberté. C'est le fait qu'on n'agresse pas son voisin gratuitement. C'est le fait qu'on ne lui impose pas ses conditions de façon agressive en allant tuer des populations civiles. C'est ça qui est en jeu. Donc, n'oublions pas, on n'aide pas l'Ukraine pour le plaisir de le faire. On aide l'Ukraine parce qu'on a un enjeu de civilisation. Mais effectivement, la contrepartie de ces 50 milliards, c'est qu'on revienne sur des situations normales. La question de l'intégration de l'Ukraine. En général, c'est 10 ans. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, l'Ukraine n'est pas en mesure, ne serait-ce que parce que sur la lutte contre la corruption, même si elle fait de très gros progrès, et cette promesse d'adhésion est un élément extrêmement moteur, et ça se voit dans la société civile ukrainienne, en termes de lutte contre la corruption, en termes d'équilibre des pouvoirs, puis c'est un pays en guerre. Et on n'a jamais intégré dans l'Union européenne un pays en guerre. Donc vous comprenez que cette situation ukrainienne, probablement, va pousser à ce que nous ne la fassions pas adhérer avant plusieurs années. Certains disent une dizaine d'années. Certains voudraient accélérer les choses. Je pense qu'il ne faut pas accélérer les choses. Et en tout cas, une chose est certaine, et ça a été rappelé plus d'une fois par Emmanuel Macron, c'est qu'il nous faut réviser les modes de gouvernance, c'est-à-dire la façon dont on décide au sein de l'Union européenne si on veut faire intégrer de nouveaux pays. Parce que vous avez tout à fait raison de dire que ça va déséquilibrer l'Union européenne. Vous parlez de la politique agricole commune, c'est 9 milliards d'euros par an pour la
France. Mais si demain l'Ukraine rentre alors qu'elle est gros producteur, ça va déséquilibrer tout ça. Donc le corollaire, donc là, ce qu'il faut faire en même temps, c'est que nous devons, et ça va avec ce que je vous disais juste avant, sur concrètement comment est-ce qu'on utilise mieux le budget européen pour accompagner les évolutions et accompagner comment est-ce qu'on transforme l'agriculture, plutôt que de dire on continue comme si de rien n'était. On ne pourra pas intégrer l'Ukraine si on continue comme de rien n'était. Donc ça, on l'a parfaitement en tête. Alors, il y a en corollaire, là aussi, de cette question ukrainienne, une Europe qui se divise aussi, qui a tendance peut-être aussi à retourner vers un conservatisme. On voit certains pays qui basculent à l'extrême droite. Est-ce que c'est une inquiétude de votre part, vous, le député européen? Est-ce que c'est quelque chose qui vous embête, j'allais dire? C'est une inquiétude, mais c'est surtout un constat. Et je crois que c'est un constat de voir la poussée des votes d'extrême droite, et en France aussi, d'ailleurs. Je crois qu'il ne faut pas le prendre à la légère et simplement le balayer d'un revers de main. Je crois que ça traduit fondamentalement une peur, une inquiétude, justement, on en parlait, une inquiétude des populations face à l'avenir. Et au fond, elles ont raison d'être inquiètes. Quand il y a la guerre sur quasiment toutes les frontières externes de l'Europe. Vous regardez toutes les frontières terrestres, vous avez la guerre Biélorussie, Russie, Ukraine, vous avez, alors c'est pas exactement les frontières de l'Europe, mais Azerbaïdjan, Arménie, et puis en ce moment entre la Serbie et le Kosovo, on n'en parle pas beaucoup, mais il y a des mouvements de troupes aux frontières, et ça se castagne un petit peu. Donc il y a cet aspect-là, et puis la question c'est, dans la grande confrontation qui est en cours entre les États-Unis et la Chine, que chacun peut ressentir un petit peu, qu'est-ce qui va se passer? Et si à cela on rajoute le changement climatique, qui n'est plus de l'ordre de la prédiction scientifique, qui est de l'ordre du vécu concrètement par nos concitoyens. Vous allez dans le sud de la France, il pleut moins dans les Pyrénées orientales qu'à Marrakech. C'était au mois de décembre. En ce moment, il y a une grande sécheresse. Et en ce moment, il y a une grande sécheresse. Donc ça modifie complètement les équilibres. Et on part singulièrement chez les agriculteurs, qui se retrouvent dans des situations où ils ne peuvent plus produire. Donc il y a cette angoisse de l'avenir, de cette angoisse du changement. Et ça se comprend. On a peur du changement. On ne sait pas où on va. Moi, ce que je veux dire simplement, c'est que la réaction presque naturelle, c'est de se recroqueviller sur ce que l'on connaît, sur ce que l'on sait. Évidemment, sur son cocon familial, et tant mieux pour ceux qui le font. Mais aussi dans chaque pays, sur finalement l'esprit de dans notre petit coin, on va se débrouiller tout seul. Mais la réalité, c'est que moi, je veux le dire à celles et ceux qui auraient la tentation de voter pour ceux qui veulent se recroqueviller. Comment allons-nous demain affronter la Russie si chacun dans son petit coin essaye avec ses petits bras de se battre contre la Russie? Alors évidemment, peut-être que nous, Français, on y arrivera, mais vous savez, si nos voisins chutent, c'est toute l'économie européenne qui chute, et c'est finalement nous qui chutons aussi. Et puis, dans ce que j'appellerais la grande confrontation entre les États-Unis et la Chine, mais est-ce que nous, Français, à 67 millions d'habitants, mais que pesons-nous par rapport à la puissance de feu américaine et la puissance démographique de la Chine? Que pesons-nous tout seuls? Donc, il y a ce réflexe de recroquevillement, mais soyons conscients que si nous ne le faisons pas ensemble au sein de l'Union européenne, je pense à une chose. Vous savez que la première chose qui est demandée par les Français, quand on regarde les sondages à l'Union européenne, c'est la question de la défense. Alors justement, la défense européenne. J'allais y venir, vous me devancez, c'est très bien. Cette fameuse défense européenne qui est un peu le serpent de mer, on en parle depuis très longtemps. Là, elle prend une forme un peu plus concrète, en tout cas dans l'approche. On voit l'Allemagne qui, par le biais de son chancelier, pardon, je vais y arriver, son chancelier, c'est dur à dire, dès le matin, s'exprime et dit, voilà, il faut rentrer dans une économie de guerre. C'est pas des mots qu'on a l'habitude d'entendre dans la bouche des dirigeants allemands. C'est vrai que l'Europe s'est construite, en tout cas la communauté européenne, puis l'Union européenne s'est construite pour la paix. Mais qui veut la paix prépare la guerre. Et ça, nous ne l'avons jamais oublié en tant que Français. Moi, je voudrais quand même faire remarquer une chose, c'est que globalement, les pays européens sont en train de se réarmer, du moins augmentent leur budget défense depuis 2022. La France le fait depuis 2017. Depuis 2017, la France augmente son budget défense. Donc la France a 5 ans d'avance par rapport au reste de l'Union européenne. Globalement, c'est vrai que le sujet de la défense, il est diversement apprécié en Europe. Pour la plupart de nos voisins, la défense, c'est l'OTAN. C'est le grand frère américain. Et effectivement, depuis très longtemps, depuis la Seconde Guerre mondiale, avec la guerre froide, la plupart pensaient que s'il y avait une invasion venant de Russie, c'est les États-Unis qui nous protégeraient. Finalement, de façon assez bizarre, Donald Trump rend service à l'Europe. Rend service en disant « mais je ne viendrai pas vous protéger ». Oui, mais il est temps que l'Europe prenne conscience qu'elle doit se protéger elle-même. Et donc construire cette logique d'une défense européenne. Alors, est-ce que ça va passer par une armée européenne ?
on en est quand même très loin. On en est très loin, soyons honnêtes. Aujourd'hui, vous n'avez pas forcément de convergence stratégique. Et puis, le corollaire d'une défense européenne, c'est une diplomatie européenne. Avec la règle de l'unanimité entre les États, vous voyez bien qu'on a quand même un tout petit problème, c'est qu'on n'arrive que difficilement à prendre des positions communes. Il suffit que la Hongrie d'Orban dise non, ce qu'elle n'a pas manqué de faire régulièrement. On peut rien faire. Donc si vous n'avez pas de diplomatie qui dit quelque chose, vous n'avez pas d'armée qui peut agir. Donc chacun va rester probablement maître. Par contre, ce qui est certain, et ce que nous avons initié avec le Fonds européen de défense que nous avons voté dans le budget en 2020, c'est de faire travailler nos industriels de la défense ensemble. Nous avons besoin d'une industrie de défense qui est capable de produire. Or aujourd'hui, tout est satellisé. Vous avez 15 producteurs d'obus différents en Europe. Ils sont tous capables de fournir leur état. Mais s'il s'agit demain, parce qu'on ne sait jamais ce qui pourrait arriver demain, de produire massivement des obus, de produire massivement des avions, eh bien, nous n'avons pas d'industrie qui est capable de le faire de façon massive demain. Et le Fonds européen de défense a permis aux industriels de l'armement européen de faire un truc qu'ils n'avaient jamais fait, ou quasiment jamais fait depuis des décennies, c'est travailler ensemble. Et là, je peux vous dire que nous avons un certain nombre d'industriels, y compris d'ailleurs des industriels qui sont basés ici en Bretagne, je pense à Naval Group par exemple, d'aller travailler avec ses collègues en Allemagne, en Italie, et donc de commencer à initier cette industrie de la défense qui est centrale. L'essentiel, c'est d'avoir des armées, nous les avons, mais il va falloir aussi produire potentiellement des armements. Alors, on va revenir à un sujet plus politique, bien qu'on fasse de la politique depuis tout à l'heure, il nous reste quelques minutes. Un sujet plus politique, vous parliez tout à l'heure de cette montée de l'extrême droite en Europe. En France, il ne vous aura pas échappé qu'on court à grande vitesse vers les élections européennes. Vous êtes candidat à ces élections européennes. 4 mois, ça va aller très vite. Et on voit le Rassemblement national qui draine vers lui des noms, des personnalités. Et la dernière en date, Fabrice Leggeri, qui est l'ex-directeur de Frontex. Alors Frontex, c'est l'agence chargée du contrôle des frontières qui a rejoint la liste du Rassemblement national. Et là, on parle des flux migratoires. Est-ce que c'est quelque chose, là aussi, qui vous a surpris quelque part, le fait que Fabrice Leggeri rejoigne le RN ? Non, pas vraiment. Alors Fabrice Leggeri, c'est quelqu'un que, même si j'ai jamais rencontré, j'ai rencontré une fois, finalement je connais bien, puisque j'ai fait partie des députés européens qui siègent en commission du contrôle budgétaire. Nous l'avions auditionné suite à une enquête de l'Office de lutte antifraude de l'Union européenne sur les cas de harcèlement, sur les cas de dépenses somptuaires pour des fêtes organisées à Frontex, et pour la gestion des refoulements à la frontière qu'il avait géré sans trop se poser de questions. Sans se poser la question à un moment de savoir si ce n'était pas des hommes et des femmes qui étaient en danger de mort. Eh bien, nous l'avions auditionné et la commission du contrôle budgétaire a suggéré de refuser ce qu'on appelle la décharge, c'est-à-dire de donner quitus à l'agence de son travail, c'était fin 2021, début 2022, et le Parlement européen avait refusé de donner quitus. La conséquence a été la démission de M. Leggeri. Donc si vous voulez, moi, je me dis qui se ressemble, ça semble, et au fond que M. Leggeri, qui est un monsieur très peu recommandable et très peu fréquentable, rejoigne cette liste, finalement, ça ne m'étonne pas. Alors, c'est prétendument pour faire en sorte que le Rassemblement national montre qu'il est fort sur les questions de migration. Eh bien moi, je nous invite à regarder ce que le Rassemblement national votera la semaine prochaine sur le pacte asile-immigration qui va être voté au Parlement européen, qui donne des moyens supplémentaires à Frontex. Je rappelle que le Rassemblement national avait voté contre les moyens supplémentaires à Frontex. C'est l'agence de gestion de l'immigration européenne. Donc nous allons voter la semaine prochaine un pacte qui renforce les moyens de Frontex, qui renforce les logiques d'harmonisation pour les examens de demande d'asile, de façon à ce qu'il n'y ait pas des pays qui disent 100% oui à 100% et puis d'autres non à 100%. Et puis un mécanisme de solidarité pour que celles et ceux qui arrivent pour l'essentiel en Grèce, en Espagne, en Italie, eh bien, soient répartis dans les autres États pour leur examen de demande. Si certains États ne veulent pas les accueillir, ils devront payer 20 000 € au budget de l'Union européenne par personne refusée. Donc, traitement plus humain parce qu'il sera plus rapide aussi et harmonisé, un renforcement des contrôles et des moyens de contrôle, notamment avec Frontex. Eh bien moi, je vais regarder précisément ce que le Rassemblement national votera. Et à cette aune, je pourrai juger sur les volontés ou pas du Rassemblement national de répondre à cette question
ou bien de continuer à faire un problème sur lequel il va continuer à surfer pour en faire un argument électoral qui n'a aucun intérêt à résoudre. Alors, on a 3 minutes. Ça va être très rapide. 3 minutes, Pierre-Karl Leskine, pour aussi parler de choses qui se passent là encore à nos portes. La mort de l'opposant russe Alexei Navalny. J'imagine que ça inquiète l'Europe, ces opposants au régime russe qui disparaissent. On prend le mot pudique. Est-ce que là aussi, il va falloir que l'Europe ait un œil sur la liberté de circulation des opposants, peut-être les accueillir? Mais nous en accueillons. Et la semaine prochaine, au Parlement européen, nous accueillerons justement à la tribune du Parlement européen la veuve d'Alexei Navalny, qui viendra délivrer son message et rappeler que nous ne laisserons tomber aucun des combattants de la liberté dans le monde. Ça a été une constante au cours de ces 5 dernières années, et c'est une vieille tradition du Parlement européen. Rappelons simplement le prix de la liberté, qui s'appelle le prix Sakharov de la liberté, qui est remis par le Parlement européen tous les ans. Et nous sommes particulièrement attachés. Donc oui, l'Europe, en fait, au-delà d'un territoire, ce sont des valeurs. C'est un modèle de société qui est profondément attaché à la liberté individuelle, qui est profondément attaché à la démocratie, qui est profondément attaché à l'état de droit. Vous ne pouvez pas emprisonner vos opposants. Et donc nous serons toujours un territoire d'accueil pour celles et ceux qui se battent pour la liberté. Parce que la réalité, c'est que Madame Navalny, maintenant qui reprend le flambeau de son mari, elle ne se bat pas que pour la liberté en Russie, elle se bat pour la liberté dans le monde. Regardez ce que la Russie essaye de faire à travers son entrisme, je pense sur les médias et sur les réseaux sociaux français et européens. Donc tout ça, c'est notre liberté que nous défendons en accueillant ces combattants de la liberté. Alors hier, il y avait la panthéonisation d'un grand résistant, Manouchian, et tout son groupe. Là aussi, c'est un signe fort de la liberté, de ceux qui sont venus d'ailleurs aussi pour nous défendre. Oui, vous savez, en plus, on est dans un moment où il y a beaucoup de tentatives de fracturation de notre société, en particulier en France, et puis globalement en Europe, et notamment à travers des ingérences étrangères, qui essayent très concrètement, des gens, on vient d'en citer, certains ennemis de la liberté. Je crois que c'est important, dans ces moments-là, de rappeler quand même qu'il y a des figures qui ont fait notre pays, et des figures à qui on déniait d'ailleurs à ce moment-là le droit d'être français. Et donc rappeler que nous devons aussi beaucoup à ces combattants. Alors on parlait de la presse, un petit mot peut-être un peu plus franco-français, on parle beaucoup de CNews, je le fais tous les matins, tous mes invités, pour avoir un petit peu leur point de vue. Très rapidement, en une toute petite minute, on parle aujourd'hui d'une chaîne de télévision d'opinion, alors on va pas juger ici les contenus et autres, mais est-ce que si on met le pied dans l'engrenage de fermer une chaîne de télévision, est-ce que pour vous ça peut être dangereux à long terme? Alors nous avons fermé une chaîne de télévision qui s'appelle RT News, Russia Today News, on l'a fermé parce qu'on considérait quand même qu'il ne fallait pas se moquer du monde et avoir la Pravda en quelque sorte audiovisuelle n'était pas possible. Au-delà de cet enjeu qui est lié simplement au fait que nous avons je ne vais pas dire un ennemi, mais enfin quasiment quand même, en tout cas sur les sujets de médias et de réseaux sociaux, la Russie se comporte comme un ennemi. Non, il ne faut pas fermer les chaînes de télévision pour ça, il faut les amener à évoluer. Maintenant, le Conseil d'État a rendu un avis. Moi, je suis quand même un partisan de la liberté de la presse. Donc il faut qu'on arrive à trouver la bonne voie, la bonne solution. Ce qui est certain, c'est qu'avoir quand même en continu un déversement et un flot de messages, comme je viens de le dire, qui fracturent la société française et qui est polarisant et exagérant, je pense qu'il y a un moment, il fallait aussi être capable de donner un coup d'arrêt à cette logique. Voilà. Mais sans la fermer d'ailleurs, elle n'est pas fermée. Non, un signal. Voilà, alors en tout cas ici, la liberté d'opinion est largement ouverte dans la matinale. Toutes les tendances politiques sont les bienvenues. Merci infiniment Pierre-Karl Leskine d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle, eurodéputé Renew Europe, président de la commission pêche du Parlement européen. Merci infiniment, je sais que votre temps est précieux. Merci d'avoir répondu à Bretagne 5. Je vous souhaite une très belle journée. Merci. Bretagne 5, Stéphane Hamon, le 7-9.